Nous sommes en compagnie de l'ancien joueur de football, en fait, des Alouettes, Danny Desrivaux. Comment ça va, Danny? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Donc, bon, les gens t'ont suivi justement avec les Alouettes. Tu as pris ta retraite du football en 2012. Voulais-tu peut-être pour commencer me dresser un peu un portrait de ce qui a suivi justement par la suite pour toi? Après ma retraite en 2012, moi, j'avais des plans, des aspirations de rentrer dans le monde du coaching. Donc, j'avais fait mes recherches, j'avais lancé des perches durant la saison 2012. Est-ce que ça allait être à l'université au Canada, au Québec, aux États-Unis? Finalement, j'ai commencé une carrière comme entraîneur à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait 3 ans comme entraîneur là-bas. J'ai fini comme coordinateur des unités spéciales. J'ai célébré la fameuse Coupe Vanier en 2014, Mhm. botté bloqué. Et c'est ça, après ça, 3 ans après le coaching, je suis allé dans le monde de la vente parce que je voulais des nouveaux défis. J'avais une jeune famille. Je voulais être un peu plus en contrôle de mon horaire puis expérimenter des différentes choses. Puis finalement, dans les derniers instants, là, j'ai commencé tout récemment dans une carrière dans le monde des médias. Mhm. Et justement, en fait, quand tu as pris ta retraite en 2012, j'étais curieux peut-être un peu de savoir, est-ce qu'à un certain moment par la suite, tu as peut-être senti le désir de retourner justement jouer, de retourner sur le terrain ou tu sentais que tu avais terminé justement de ce côté-là? Non, honnêtement, moi, je te dirais, même avant d'avoir accepté, pour tourner dans le passé, là, moi, j'avais été libéré par les Alouettes en février 2012, dans l'entre-saison, donc juste Mhm. après la saison 2011. Puis, ça a quand même pris 4 mois avant que je reçoive un appel des Argonauts de Toronto, parce que Scott Milanovich, qui était l'entraîneur-chef à Toronto, me connaissait, avait été avec moi les 5 dernières années aux Alouettes, donc il m'avait appelé. Mais pendant ces 4 mois-là, où est-ce que j'attendais de savoir est-ce que j'allais recevoir un appel, est-ce que tu passes à travers toute la gamme d'émotions, puis tous les différents Mhm. scénarios, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas continuer à jouer. Puis pour être bien franc avec toi, là, j'ai reçu l'appel, je pense que c'était le dernier jour du camp d'entraînement, peut-être une semaine avant le début de la saison. J'étais vraiment sur le bord de dire, je passais à d'autres choses, ma tête était ailleurs. Je commençais à un peu aimer la vie après le football, puis tout ce qui s'en venait, la suite des choses. Donc, c'est un bon moment pour tourner la page. Puis aussi, je me disais, j'avais joué 5 ans, j'avais remporté 2 Coupes Grey, j'avais joué à Montréal, j'avais expérimenté beaucoup de choses. Donc, je me disais, le football m'en a donné en masse. Donc, je serais fou là, de dire que de courir après là, pour une expérience de plus. Je sentais que j'avais tout vécu. Là. Mhm. Et ben, justement, tu dis en fait que tu sentais justement le besoin de passer à autre chose, mais en tant que tel, tu es resté dans le football justement. À quel point c'était important pour toi quand même de continuer cette fois-ci sur les lignes de côté et par la suite, comme présentement, comme analyste, de rester, si on veut, quand même près de la sphère football, là. Ben, c'était super important parce que moi, depuis que je suis jeune joueur de foot, j'avais toujours été étiqueté comme un joueur qui un jour serait peut-être un entraîneur, un joueur qui avait des capacités de vulgarisation, des capacités de leadership. Donc, je savais que pour moi, la science du football, c'est toujours quelque chose qui allait m'intéresser, la vulgariser, la partager aux plus jeunes ou les gens qui avaient le même intérêt que moi. Donc, je savais que c'était toujours quelque chose qui m'intéressait. Donc, dans le fond, il y a deux manières de faire ça. Tu vas dans le coaching ou tu vas dans le monde des médias. Mhm. Puis, heureusement, aujourd'hui, là, je peux dire que j'ai pu goûter aux deux. Mhm. Et présentement, justement, dans le monde des médias, comment t'aimes ton expérience jusqu'à maintenant? Parce que c'est complètement différent, on veut pas aussi. Ah, absolument, tout à fait différent. Puis, je te dirais, là, je me sens comme une recrue dans la Ligue canadienne. Même si tu as joué au foot toute ta vie, tu arrives à un autre niveau. Je me rappelle mes premiers moments dans les studios d'RDS, puis tu vois les lumières, les studios, puis les gens que tu côtoies, puis tu es un peu starstruck. Puis tu vois, je me rappelle la première fois que je joue dans un gros stade, tu es un peu pogné à regarder dans les estrades, puis de dire, hey, je suis-tu vraiment là en train de faire ça, puis en train de vivre ça? Donc, je me sens comme le recul, mais je suis motivé, je suis excité à l'opportunité. J'adore ce que je fais, je tripe à tous les jours là, de trouver des jeux. J'adore regarder des vidéos puis essayer de comprendre qu'est-ce que je vois puis essayer de l'expliquer aux gens, pourquoi l'importance puis pourquoi c'est pas juste une interception. Là. Il y a une raison pourquoi c'est devenu une interception. C'est pas toujours juste la faute du carrière, ça peut être la faute du receveur, ça peut être la faute de la protection, ça peut être un bon jeu de la défensive. Puis c'est ce côté-là que j'essaie d'amener aux gens à RDS. Puis c'est le fun d'avoir cette opportunité-là de faire ça. Mhm. Et sinon, un côté plus personnel, est-ce que tu étais toujours, justement, habitais-tu toujours à Laval présentement? Oui, j'habite à Laval, donc Mhm. j'ai grandi à Laval, donc j'ai fait mon Mhm. football mineur à Laval. Après ça, j'ai eu une bourse d'études, je suis parti aux États-Unis, donc j'ai fait 5 ans et demi à l'extérieur. Puis quand je suis revenu jouer pour les Alouettes, j'ai habité à Montréal pendant quelques années, là, 5, 6 ans avant de redéménager à Laval. Mais moi, j'ai toujours senti que j'étais un Lavallois dans l'âme, là, puis j'allais toujours revenir à Laval.
Mhm. Et justement, en fait, tu as parlé rapidement de ton parcours dans le football mineur à Laval. Bon, évidemment, ça a dû changer depuis le temps, mais j'étais curieux un peu de t'entendre à ce sujet-là. Comment tu trouves que le développement du football se fait au Québec, mais plus particulièrement justement à Laval, puisque tu l'as vécu de ton côté? Ben oui, ben tu sais, ça se voit de deux côtés. C'est la première chose, c'est que j'ai l'impression, c'est sûr que le coaching, il s'améliore parce que il y a beaucoup de jeunes joueurs de ma génération qui ont commencé à jouer au football puis qui ont pu aller à l'université puis être encadrés puis être coachés parce que le football universitaire a développé. Puis c'est pas tous ces gens-là qui ont eu une opportunité d'aller jouer au niveau professionnel. Donc, par défaut, il y a ces gens-là qui voulaient rester connectés, connectés au football. Ils ont pu commencer des carrières de football beaucoup plus tôt que Mhm. quelqu'un comme moi qui a dû aller au niveau professionnel, puis avec un beaucoup meilleur bagage d'expérience. C'est des gens qui sont allés à l'université. Tu vas à Sherbrooke, tu vas à Laval, tu vas à Concordia, peu importe où tu vas au football universitaire maintenant, tu vas avoir expérimenté des bons problèmes. Donc, ces gens-là, ils aboutissent dans les rangs mineurs comme entraîneurs d'écoles secondaires, comme des jeunes programmes Atom Batam. Donc, ça fait en sorte que les jeunes joueurs sont confrontés à du meilleur coaching à un plus jeune âge. Qu'est-ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a vu quand même une baisse d'inscription Mhm. avec tout ce qui s'est passé, les commotions cérébrales et tout. Puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de programmes qui ont dû fermer puis qui ont dû s'associer ensemble pour pouvoir offrir une belle offre de service à leur quartier. Mais il y a encore du bon football qui se fait. Puis moi, je salue beaucoup là, parce que je les ai croisés. Il y a encore beaucoup de bénévoles qui s'investissent beaucoup en temps, en effort, en se développer, puis ils ne font pas pour la pièce, ils sont aucunement payés, puis c'est juste une question de temps, puis c'est juste pour leur amour du football, puis leur amour de déclencher une étincelle qui fera en sorte qu'un de leurs jeunes joueurs pourrait un jour devenir un athlète professionnel, puis c'est clairement juste pour ça qu'ils le font. Mhm. Et de ton côté, justement, bon, tu l'as dit, tu voulais toucher au monde justement du football, au monde des médias. Est-ce que tu as déjà des projets justement pour l'avenir ou que tu envisages? Évidemment, avec la pandémie, on ne sait pas trop où s'en aller, mais de ton côté, avais-tu déjà anticipé certaines choses pour le futur? Non, vraiment pas. Je te dirais honnêtement, l'opportunité avec RDS, elle était en discussion juste avant la pandémie. Puis moi, je pensais vraiment qu'avec la pandémie, la cancellation des différentes saisons, que ça allait faire en sorte que j'allais pas pouvoir avoir une opportunité. Puis finalement, je pense que le fait que la saison, tous les autres sports ont arrêté à part le football, fait que ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de football en ondes. Fait que je pense que ça m'a ouvert une petite porte. Mais c'était quand même au mois de juillet, je me disais qu'il n'y allait rien avoir, puis je pensais déjà que ça allait potentiellement être en 2021. Donc, j'essaie de ne pas penser trop rapidement, j'essaie de profiter des opportunités que j'ai présentement, faire du mieux possible, apprendre, toucher à différentes choses. Puis, je pense qu'une fois que les choses sur la scène sportive vont revenir dans l'ordre, ben là, on va commencer à avoir plus grand. Mais c'est sûr que pour moi, j'aimerais ça être capable de dire, mais un jour, c'est tout ce que je fais dans ma journée. Là, je Mhm. balance plusieurs autres choses dans ma journée pour faire qu'est-ce que j'ai à faire avec RDS, mais mon plus grand rêve, là, ça sera de dire, ben, hey, du matin au soir, je regarde du vidéo, je prends une pause, je regarde du vidéo, je vais présenter qu'est-ce que j'ai trouvé, on regarde des matchs, on en parle en général, parce que c'est une des choses que j'adore faire. Justement, je peux pas passer au silence. Bon, quel Super Bowl qui s'en vient justement en fin de semaine. Je dois profiter du fait que tu es là, prendre un peu de ton expertise. Je voulais avoir un peu ton opinion par rapport à la confrontation qui s'en vient. Peut-être ta petite prédiction aussi personnelle. Bon, la confrontation, on parle les Chiefs de Kansas City qui étaient les champions de l'année dernière, donc on n'est pas surpris de les voir encore au Super Bowl. Oui, c'est difficile de se donner une opportunité de répéter et de se repointer, mais il y a beaucoup de stabilité. Ils ont une meilleure carrière de la NFL. Ils ont gardé le coach en chef, les deux coordonnateurs. Ils n'ont pas eu de grosses blessures. Ils n'ont pas perdu des gros joueurs. Donc, c'était la meilleure équipe qui revenait en 2020. Donc, pas se les voir là. Puis, ils sont explosifs. Avec Patrick Mahomes, avec Hill, avec Kelsey. C'est une des attaques les plus explosives qu'on a vues dans les dernières années. Donc, ils font des points à la tonne. Puis, ils ne sont jamais en dehors d'aucun match. Donc, ça les rend très dangereux et très excitants. Et de l'autre côté, il y a Tampa Bay, qui était une équipe qui était un peu dans l'ombre, une équipe obscure l'année dernière parce qu'il y avait tout simplement le mauvais carrière. Il y avait Jameis Winston qui lançait beaucoup d'interceptions, qui leur causait beaucoup de tort. Mais c'était une bonne équipe. Puis ils sont allés le tout pour le tout. Ils ont amené Tom Brady et Gronkowski, puis qui fait en sorte que Tom Brady n'allait pas lancer tant d'interceptions, il n'allait pas donner des chances à l'adversaire. Donc, ça fait en sorte que maintenant, il se donne une chance de compétitionner pour un Super Bowl. Donc, c'est un bon duel. On a la meilleure carrière de tous les temps contre probablement la prochaine vedette qui a eu une chance de devenir le meilleur carrière de tous les temps en Patrick Mahomes. Donc, ça va certainement être un bon duel.
Est-ce que tu as Puis ma peut-être. prédiction, Oui. je dirais Kansas City va gagner 31-24. Donc, la jeunesse va avoir le dessus sur l'expérience dans ce cas-ci. Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'ils sont juste plus dynamiques du côté de Kansas City. Puis, moi, c'est autant on parle beaucoup de Tom Brady, puis que c'est Tom Brady qui mène le bateau des Buccaneers. J'ai l'impression que Tom Brady a quand même besoin de son entourage, il a besoin de courir le ballon. La défensive doit faire des bons jeux, puis ils sont capables de le faire. Mais j'ai l'impression que Kansas City sont juste plus dangereux, un peu plus d'expérience. J'ai pas l'impression que le fait d'amener Tom Brady va être assez pour compenser pour le manque d'expérience du côté de Tampa Bay. Mais écoute, Danny, merci beaucoup en fait de nous avoir donné un peu de ton temps aujourd'hui. Puis évidemment, on va continuer aussi de te suivre dans tous tes futurs projets. Ça m'a fait plaisir. Toujours un Merci. plaisir là, de renouer avec le courrier Laval. Mais écoute, merci beaucoup. Plaisir.